Les cris résonnaient dans le couloir de l'Université Complutense de Madrid. Comme un tonnerre inattendu qui déchire le ciel paisible d'une après-midi espagnole. Amélie, plaquée contre le mur froid par une main ferme, sentit son cœur se serrer tandis que les mots venimeux de ses tourmenteurs l'assaillaient. Sale lesbienne. Retourne en France. Noémie surgit alors de nulle part, repoussant l'agresseur d'un geste vif, ses yeux flamboyants de rage, et hurla, touchez-la encore. Et c'est moi qui vous ferai payer. Amélie Lefebvre avait atterri à Madrid 6 mois plus tôt, fuyant l'étroitesse de sa petite ville normande pour embrasser l'aventure d'un échange universitaire. À 19 ans, avec ses cheveux bruns ondulés et ses yeux bleus qui trahissaient une sensibilité à fleur de peau, elle rêvait de liberté, de découverte, et peut-être d'un amour qui la libérerait des chaînes invisibles de son passé. L'Espagne, avec ses rues animées, ses tapas tardives et son soleil implacable, lui semblait le cadre idéal pour se réinventer. Mais dès les premiers jours, les regards insistants et les murmures avaient commencé. Amélie n'avait jamais caché son orientation. Mais ici, dans ce mélange de tradition catholique et de modernité cosmopolite, elle se sentait exposée comme jamais. Noémie Garcia, 20 ans, était une étudiante locale en littérature comparée, originaire de Barcelone mais installée à Madrid pour ses études. Avec ses cheveux noirs courts, son teint hâlé par les plages catalanes et son corps athlétique forgé par des années de natation, elle incarnait la force tranquille. Noémie avait toujours été discrète sur sa vie privée, mais son attirance pour les femmes n'était un secret pour personne dans son cercle d'amis. Elle avait vu Amélie pour la première fois lors d'un cours sur la poésie française, où la jeune Française avait récité Baudelaire avec une passion qui l'avait captivée. Les fleurs du mal, avait pensé Noémie. C'est exactement ce qu'elle est, belle et tourmentée. Ce jour-là, dans le couloir bondé après un séminaire, Amélie avait été accostée par un groupe d'étudiants conservateurs, mené par Ravière, un garçon arrogant aux idées rétrogrades. Il l'avait traitée de tous les noms, la poussant contre le mur pour l'humilier publiquement. Noémie, qui passait par là, n'avait pas hésité. Elle s'était interposée, sa voix ferme tranchant l'air comme un couteau. Laissez-la tranquille, avait-elle ordonné. Et le groupe, surpris par son assurance, avait reculé en marmonnant des insultes. Amélie, tremblante, avait levé les yeux vers sa sauveuse. Merci, murmura-t-elle, la voix brisée. Noémie lui sourit doucement, posant une main sur son épaule. Viens. On sort d'ici. Elles marchèrent ensemble vers la cour intérieure de l'université, où les palmiers offraient une ombre bienvenue. Assises sur un banc, elles parlèrent pour la première fois vraiment. Amélie raconta son enfance en France, les moqueries subtiles à l'école, le coming out difficile avec sa famille. Noémie écoutait, hochant la tête, partageant ses propres expériences, la pression familiale en Espagne, où l'homosexualité était acceptée en surface mais souvent jugée en privé. Ce fut le début d'une amitié intense, qui se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Elles se voyaient tous les jours, promenade le long du Retiro, café serré dans les bars de Malazana, discussions interminables sur la littérature et la vie. Amélie se sentait revivre sous le regard de Noémie, qui la faisait rire avec son humour mordant et la protégeait comme une lionne. Un soir, sous les lumières tamisées d'un flamenco chaud, leurs mains se frôlèrent, et un baiser volé scella leur lien. Je t'aime, chuchota Noémie en français, pour honorer les racines d'Amélie. Mais l'ombre du harcèlement planait toujours.
Ravière et son groupe ne lâchaient pas. Des notes anonymes glissées dans le casier d'Amélie. Des rumeurs répandues sur les réseaux sociaux de l'université. Elle corrompt les filles espagnoles, disait-il. Amélie essayait d'ignorer. Mais les nuits étaient longues. Hantée par l'angoisse. Noémie la réconfortait, lui promettant que tout irait bien. Elles allèrent ensemble signaler les incidents à la direction de l'université. Le doyen, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Sonor Ruiz, les reçut avec un sourire poli mais distant. Nous prenons cela au sérieux, assura-t-il. Mais il faut des preuves concrètes. Amélie sortit des captures d'écran, des témoignages écrits. Ruiz hocha la tête, promit une enquête, mais ses yeux trahissaient une indifférence profonde. Pour lui, c'était une affaire mineure, un caprice d'étudiant. Les semaines passèrent, et rien ne changea. Le harcèlement s'intensifia, des graffitis sur les murs des toilettes, des appels anonymes la nuit. Amélie commença à manquer des cours, se repliant sur elle-même. Noémie rageait intérieurement. Ils ne font rien parce qu'ils s'en fichent, dit-elle un soir, serrant Amélie dans ses bras. Mais on ne les laissera pas gagner. Leur amour grandissait dans l'adversité, comme une rose poussant à travers le béton. Elles passaient des nuits entières à se confier, à explorer leur corps et leurs âmes avec une tendresse infinie. Amélie découvrait en Noémie une partenaire qui la complétait, une force qui la rendait plus courageuse. Pourtant, un doute s'insinuait. Une amie commune, Sofia, semblait trop proche de Ravière. Noémie la défendait, Sofia est de notre côté. Elle m'a aidée quand j'étais harcelée au lycée. Amélie acquiesçait. Mais son intuition la tourmentait. Un jour, en fouillant par accident dans le téléphone de Noémie un geste qu'elle regrettait déjà, elle découvrit des messages ambigus avec Sofia. Ne lui dis rien, écrivait Sofia. Le cœur d'Amélie se brisa. Était-ce une trahison? Elle confronta Noémie, qui jura que c'était un malentendu, que Sofia l'aidait à rassembler des preuves contre Ravière. Amélie voulut la croire, mais la graine du doute était plantée. La tension montait. Lors d'une fête universitaire, Ravière s'approcha d'Amélie, ivre, et tenta de l'embrasser de force. Noémie intervint à nouveau, le repoussant violemment. Une bagarre éclata, et la sécurité dut séparer tout le monde. Le lendemain, Amélie et Noémie furent convoquées par la direction. Ruiz, furieux, les accusa d'avoir provoqué l'incident. Vous exagérez tout, dit-il. L'université n'est pas un champ de bataille pour vos causes personnelles. Noémie explosa. Nos causes? C'est du harcèlement homophobe. Ruiz balaya l'argument d'un geste. Prouvez-le. Amélie se sentait brisée. Leur amour, si pur, était sali par cette ignorance institutionnelle. Mais dans les bras de Noémie, elle trouvait encore un refuge. On s'en sortira ensemble, murmura Noémie. Et Amélie, malgré le doute, s'accrocha à cette promesse. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Amélie oscillait entre l'euphorie de son amour pour Noémie et l'angoisse croissante du harcèlement. Noémie, de son côté, redoublait d'efforts pour protéger leur relation. Elles décidèrent de recueillir plus de preuves, enregistrements audio, témoignages d'autres étudiants qui avaient subi des discriminations similaires. Madrid,
avec ses quartiers bohèmes comme Chuka, offrait un havre de paix où elle pouvait se promener main dans la main sans craindre les regards. Mais à l'université, c'était une autre histoire. Un après-midi pluvieux, typique de l'automne madrilène, Amélie reçut un message anonyme: « On sait pour toi et Noémie. Préparez-vous. » Son sang se glaça. Elle montra le texte à Noémie, qui serra les dents. « C'est Ravière ? J'en suis sûre. Allons voir Ruiz une dernière fois. » Elles se rendirent au bureau du doyen, armées de leurs dossiers. Ruiz les écouta à peine, feuilletant les pages d'un air distrait. « L'université a une politique antidiscrimination ? Dit-il enfin. Mais nous ne pouvons pas punir sans procès équitable. Noémie frappa du poing sur la table. Équitable ? Amélie est terrorisée. Ruiz haussa les épaules, exagération juvénile. Cette indifférence fut le déclencheur. Noémie, furieuse, contacta une association LGBT locale, Triangulo, qui l'aida à monter un dossier plus solide. Amélie, encouragée par Noémie, commença à parler ouvertement de son expérience dans un groupe de soutien. Là, elle rencontra d'autres étudiants qui avaient souffert en silence. Leur amour devint un symbole de résistance. Les nuits étaient passionnées, des caresses tendres, des murmures d'amour en français et en espagnol, un mélange linguistique qui reflétait leur union. « Tu es ma lumière ? » disait Amélie. « Et toi ? Mon encre ? » répondait Noémie. Mais la trahison frappa comme un coup de poignard. Sofia, l'amie supposée, fut vue en compagnie de Ravière, riant à ses blagues homophobes. Noémie refusa d'y croire au début. Mais quand Amélie lui montra une photo prise par un ami, la réalité s'imposa. Sofia avait infiltré leur cercle pour les espionner, fournissant des informations à Ravière en échange d'une faveur académique. Noémie se sentit dévastée. « Comment ai-je pu être si naïve ?» pleura-t-elle. Amélie, malgré sa propre douleur, la consola. « Ce n'est pas ta faute. C'est elle qui nous a trahis. » Leur relation vacilla. Des disputes éclataient. Amélie accusait Noémie d'avoir trop fait confiance à Sofia. Noémie reprochait à Amélie son manque de foi. Mais au fond, leur amour était plus fort. Elles se réconcilièrent lors d'une escapade à Tolède, cette ville médiévale qui semblait sortie d'un conte. Sous les arches gothiques, elles se promirent fidélité éternelle. Peu importe les tempêtes, dit Noémie, on naviguera ensemble. De retour à Madrid, le harcèlement culmina. Lors d'une manifestation étudiante pour les droits LGBT, Ravière et son groupe lancèrent des insultes, puis des objets. Amélie fut touchée à l'épaule par une bouteille vide, mais Noémie la protégea, la tirant à l'écart. La police intervint, mais l'université minimisa l'incident. Ruiz envoya un email générique condamnant la violence, sans nommer le harcèlement homophobe. C'en était trop. Noémie, avec l'aide de Triangulo, organisa une pétition signée par des centaines d'étudiants, exigeant une enquête indépendante. Amélie, inspirée par le courage de Noémie, décida de témoigner publiquement. Dans un article pour le journal étudiant, elle raconta son histoire, l'arrivée en Espagne pleine d'espoir, la découverte de l'amour, les tourments quotidiens. L'article fit sensation, partagé sur les réseaux. Des médias nationaux s'intéressèrent à l'affaire.
Ruiz fut submergé de critiques. Il tenta de se défendre, arguant que l'université était inclusive. Mais les preuves accumulées le contredisaient. Au milieu de ce chaos, leur lien se approfondit. Amélie apprit l'espagnol avec Noémie, qui lui lisait des poèmes de Lorca. Noémie découvrit la cuisine française, riant des tentatives ratées d'Amélie pour faire des crêpes. Leur intimité était un sanctuaire, des baisers lents, des étreintes qui effaçaient le monde extérieur. Mais la pression montait. Amélie recevait des menaces de mort anonymes, forçant Noémie à veiller tard. Protectrice. La trahison de Sofia révéla sa profondeur quand elle avoua tout lors d'une confrontation. Javier m'a promis une recommandation pour un stage, sanglota-t-elle. Noémie, blessée, la rejeta. L'amitié ne se vend pas. Amélie, plus compatissante, vit en Sofia une victime du système, mais ne pardonna pas. Cet épisode renforça leur couple, les unissant contre l'adversité. Le Hotrao approchait. Lors d'une assemblée générale, Noémie prit la parole, dénonçant l'inaction de la direction. Amélie la soutint, sa voix tremblante mais ferme. La foule applaudit. Mais Ruiz quitta la salle furieux. Le soir même, Amélie et Noémie se réfugièrent dans leur petit appartement. Épuisés mais unis. On gagne, murmura Noémie. Amélie sourit, embrassant sa nuque. Leur amour, forgé dans le feu, brillait plus fort. La tempête éclata enfin. Les médias espagnols, alertés par l'article d'Amélie, publièrent des reportages sur le harcèlement à l'université Complutense. Ignorance institutionnelle face à l'homophobie. Titrait-il. Ruiz fut convoqué par le rectorat, forcé de répondre aux accusations. Javier et son groupe furent suspendus temporairement, mais ce n'était pas assez. Noémie, infatigable, organisa une manifestation devant les portes de l'université. Des centaines d'étudiants se joignirent, brandissant des pancartes « Stop à l'homophobie ». Amélie, au premier rang, tenait la main de Noémie, leur couple symbolisant la lutte. Au milieu de la foule, un incident dramatique survint. Javier, furieux de sa suspension, s'approcha avec des amis, hurlant des insultes. Noémie se plaça devant Amélie, prête à en découdre. Mais avant que la violence n'éclate, des professeurs solidaires intervinrent, appelant la police. Javier fut arrêté pour menace. Ce fut le tournant. Ruiz, sous pression, admit publiquement son erreur lors d'une conférence de presse. « Nous avons failli à notre devoir ?» déclara-t-il, annonçant une réforme des politiques antidiscrimination et une formation obligatoire pour le personnel. Pour Amélie et Noémie, cette victoire était aigre-douce. Le harcèlement avait laissé des cicatrices, Amélie souffrait d'anxiété, Noémie de colère refoulée. Elles passèrent des soirées à se guérir mutuellement, avec des promenades au crépuscule le long de la Manzanar, des dîners aux chandelles où elles se rappelaient leur début. Leur amour évoluait. Plus mature, imprégné d'une profondeur humaniste. Elles discutaient de tolérance, de résilience, inspirées par des auteurs comme Simone de Beauvoir et Virginia Woolf. Pourtant, une nouvelle trahison menaça. Sofia, repentante, contacta Noémie en privé, avouant qu'elle avait été manipulée mais aussi jalouse de leur relation.
J'aimais Amélie en secret, confessa-t-elle. Noémie fut choquée, mais choisit la compassion. Elle raconta tout à Amélie, qui, blessée, comprit la complexité humaine. Les gens font des erreurs, dit-elle. Elles décidèrent de pardonner, mais à distance. Cet épisode renforça leur lien, les rendant plus empathiques. Le climax émotionnel vint lors d'une soirée intime. Amélie, en larmes, avoua ses peurs, et si on ne survit pas à tout ça? Noémie la serra fort. Notre amour est plus fort que la haine. Elles firent l'amour avec une intensité nouvelle. Leurs corps entrelacés comme des âmes fusionnées. Le lendemain, elles affrontèrent Ruiz ensemble. Il s'excusa personnellement, promettant des changements. Amélie, voix ferme, répondit, ce n'est pas pour nous, mais pour tous ceux qui viendront après. La vie reprit son cours, mais transformée. Amélie excella dans ses études, inspirée par Noémie qui l'encourageait. Elles voyagèrent en Espagne, Séville avec ses jardins parfumés, Grenade et l'Alhambra mystique. Chaque lieu renforçait leur romance, mêlant passion et tendresse. Noémie écrivit un poème pour Amélie. En français approximatif mais sincère, tes yeux sont l'océan où je me noie. Ton cœur la terre où je m'ancre. Mais les ombres persistaient. Des rumeurs continuaient. Et Amélie envisagea de rentrer en France. Noémie, paniquée, la supplia de rester. Sans toi, je suis perdue. Leur dispute fut intense, révélant des vulnérabilités profondes. Amélie craignait l'usure, Noémie la solitude. Elles se réconcilièrent au lever du soleil, promises à un avenir ensemble. La direction paya le prix, Ruiz démissionna sous la pression publique, remplacé par une femme progressiste qui implémenta des mesures concrètes. L'université devint un modèle d'inclusivité. Amélie et Noémie furent honorées lors d'une cérémonie, leur histoire inspirant d'autres. Leur amour, forgé dans la douleur, rayonnait d'humanité. Les mois suivants apportèrent une paix relative. Amélie et Noémie diplômèrent avec honneur, leur relation plus solide que jamais. Elles décidèrent de rester à Madrid, louant un appartement dans le quartier de Lavapié, multiculturel et vibrant. Amélie trouva un emploi dans une galerie d'art, où sa sensibilité française faisait merveille. Noémie poursuivit un master en droits humains, motivée par leur expérience. Leur quotidien était fait de routines tendres, petit déjeuner au lit, soirée cinéma avec des films de Almodovar, discussions philosophiques sur l'amour et la société. Pourtant, le passé ressurgissait parfois. Amélie faisait des cauchemars du harcèlement, se réveillant en sueur. Noémie la berçait alors, murmurant des mots d'amour. Elles consultèrent une thérapeute, apprenant à guérir ensemble. Leur intimité s'approfondit, explorant des facettes nouvelles de leurs désirs, toujours avec respect et passion. Tu es mon tout, disait Amélie. Noémie souriait, et toi? Mon éternité. La trahison de Sophia trouva une résolution humaniste. Des années plus tard, Sophia les contacta, s'excusant sincèrement. Elle avait changé, militant maintenant pour les droits LGBT. Amélie et Noémie l'accueillirent pour un café, pardonnant sans oublier. La vie est faite d'erreurs, dit Amélie. Ce geste ferma un chapitre, soulignant la capacité de rédemption.
Ravière, lui, expulsa de l'université, disparut de leur vie. Mais son ombre rappela l'importance de la vigilance. Amélie et Noémie devinrent des activistes, parlant dans des conférences, inspirant la jeunesse. Leur histoire, publiée dans un livre coécrit, toucha des milliers, un témoignage de résilience, d'amour face à l'ignorance. Le dénouement fut doux amer. Amélie rentra en France pour voir sa famille, emmenant Noémie. Les parents d'Amélie, initialement réticents, furent conquis par la force de leur couple. Vous êtes belles ensemble, admit la mère. Noémie, émue, pleura. Elles se marièrent lors d'une cérémonie intime à Paris, sous la tour Eiffel, mêlant traditions françaises et espagnoles. Des amis de Madrid vinrent, célébrant leur victoire. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des défis surgirent, la distance quand Noémie voyagea pour son travail, des doutes occasionnels. Pourtant, leur amour perdura, ancré dans l'humanité. Elles adoptèrent un enfant des années plus tard, élevant une famille inclusive. En rétrospectif, leur histoire était un hymne à la persévérance. L'ignorance de la direction avait coûté cher, une réputation ternie, des vies bouleversées. Mais de cette douleur naquit un changement. Amélie et Noémie, main dans la main, regardaient l'avenir avec espoir. Nous avons payé le prix, dit Noémie un soir. Mais l'amour en valait la peine. Amélie sourit, l'embrassant. Dans les rues de Madrid, sous un ciel étoilé, elle marchait, symbole vivant de tolérance et de passion. Leur roman, cassé achetine et romantique, se terminait non par une fin, mais par un commencement perpétuel.